participants sur carrefour.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et les photos avec Miss France étant terminées, nous pouvons commencer les débats. Voilà, c'est vraiment un phénomène incroyable, hein, Miss France. J'ai rarement vu ça. Oui, ça fait. Je disais que j'ai une très grande expérience de Miss puisque ça fait pas loin de 20 ans que j'en reçois tous les ans. Et je trouve qu'il y a une amélioration. Amélioration, le mot est pas bon, mais en tout cas, il y a vraiment des jeunes femmes de talent comme Ève et tout le monde veut faire des photos avec elle. Alors, que des hommes aujourd'hui. Tiens. Frédéric Dabi, bonjour, directeur général de l'IFOP. Bonne année à vous. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. François Calfon, membre du bureau national du PS. Bonjour, ancien député. Jean-Baptiste Moreau, ancien député également. Ancien agriculteur, consultant indépendant. Bonjour à vous. Bonjour, bonne année. Et bonne année également. Michel Taube. Bonjour Michel. Bonjour, vous étiez là début d'année. Fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Et d'ailleurs, les aïeuls de Miss France avaient posé contre la peine de mort dans le monde à notre initiative en 2004. Et Geneviève de Frontière en avait réuni une bonne vingtaine. Et donc, formidable. Et sur le slogan « Sois belle et ouvre-la ». Très bien. Écoutez, continuons le combat, comme dirait l'autre. Gabriel Attal, Premier ministre, l'audace de la jeunesse, la popularité fait-elle une bonne politique? Y aura-t-il une autorité suffisante? Comment s'est passée cette nomination? Dites-nous ce que vous en pensez. On va évidemment commenter cette nomination qui était très attendue. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je remarque que souvent les commentateurs ne sont jamais contents. Ils ne voulaient plus d'Elisabeth Borne. Maintenant qu'elle est partie, ils ne veulent toujours pas de Gabriel Attal. On va en parler dans un instant. Peut-être notre premier petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Jean-Baptiste, on va commencer avec vous. C'est un coup de gueule, vous restez dans votre couloir de nage. Oui, moi je suis dans mon couloir de nage. Vous savez, j'ai conscience de mes limites et de mes compétences et donc je reste un peu dans mon couloir de nage. J'alerte un peu tout le monde sur les manifestations d'agriculteurs qui sont en train de se dérouler en Allemagne. On a vu ça. Elles sont assez massives, assez impressionnantes. Alors ça part. Alors pour quelles raisons effectivement? Alors ça part du fait que Olaf Scholz a décidé de retaxer de façon importante ce qu'on appelle le gasoil non routier qui sert à faire tourner les tracteurs notamment et les véhicules agricoles globalement, de remettre le niveau d'imposition au niveau des autres énergies fossiles, ce qui est en soi pas forcément condamnable, sauf que ça révèle en fait les problématiques du monde agricole qui ont aujourd'hui des problématiques économiques avec des marges très faibles et que tout paramètre qui change avec une hausse des coûts de production entraîne des colères et des vives inquiétudes parce que c'est un monde aujourd'hui qui est excessivement fragile au niveau économique et on voit qu'aujourd'hui ça a vraiment fédéré une action d'ampleur, hein. Les Allemands sont pas coutumiers, on va dire, des manifestations et les agriculteurs allemands non plus d'ailleurs, hein. Les syndicats agricoles allemands sont assez peu ressemblent pas du tout aux syndicats français, c'est-à-dire qu'ils font assez peu de manifestations et là ils ont réussi à mobiliser un nombre impressionnant d'agriculteurs et j'alerte un peu tous les décideurs politiques à travers l'Europe que cela ne fasse pas tache d'huile parce qu'il y a un monde agricole qui est en forte désespérance, qui se sent plus écouté, qui se sent plus compris, qui a l'impression de travailler pour rien. Enfin, c'est pas qu'une impression, hélas, pour des revenus très très faibles, et qui en plus passe son temps à se faire taper dessus en se faisant traiter de pollueurs, d'irresponsables, de lobbyistes, de villes lobbyistes qui ne cherchent que le profit. Alors quand on sait les profits qui sont réalisés en agriculture, honnêtement, que ce soit même les céréaliers ou n'importe quel corps de métier dans l'agriculture, il n'y a pas grand monde qui gagne beaucoup d'argent. Donc voilà, il y a vraiment un sentiment de frustration, d'incompréhension qui monte, qui en France se traduit par de plus en plus un monde agricole qui bosse de plus en plus aux extrêmes et notamment à l'extrême droite. Et ce type de manifestation, si ça devait faire tache d'huile au niveau européen, ça aurait des résultats, des conséquences catastrophiques sur les résultats des prochaines élections européennes, avec un risque de l'extrême droite qui va monter un peu partout dans tous les pays, poussé par ce monde rural et ce monde agricole qui se sent aujourd'hui incompris. Enfin, c'est pas Frédéric Dabi, je pense, qui va me contredire là-dessus. Non, mais on a vu dans beaucoup d'enquêtes un glissement du vote des agriculteurs, d'un vote classique de droite, très en fait chiracien. Il y a une petite parenthèse rocardienne, mais vous savez qu'il n'a jamais pu être candidat après 69 à l'élection présidentielle, et de plus en plus un vote vers les extrêmes, et notamment vers le vote l'extrême droite. Moi, il y a un point que je n'ai pas compris, c'est qu'en fait, depuis qu'il y a eu l'hyperinflation, les marges dégagées par cette inflation n'ont pas du tout profité aux agriculteurs.
C'est-à-dire que dans les négociations, dans les négociations commerciales, mais pas suffisant. Dans les négociations commerciales, on entend beaucoup parler du bras de fer entre les grandes marques et puis la grande distribution, mais les agriculteurs sont pas autour de la table, alors qu'ils devraient l'être pour justement aider les agriculteurs à sortir de cette désespérance qui est évidemment totalement condamnable. Mais encore une fois, on n'a pas l'impression, alors je me trompe, j'espère avoir tort, mais qu'ils aient profité des marges dont ils auraient peut-être pu un peu, mais à la marge, c'est le cas de le dire. Enfin, en tant que rapporteur de la loi Egalim à l'époque, il y a quand même des mécanismes qui ont été mis en place afin que la marge soit préservée quand même. Il y a des choses qui ont quand même bougé ces dernières années là-dessus. Mais effectivement, par rapport à la marge dégagée par l'inflation, les agriculteurs sont assez peu bénéficiaires de cette marge et par contre sont victimes parce que tout ce qui est coût de matières premières, ils les ont pris en direct. Et le gasoil est un poste essentiel dans l'agriculture. Moi, je voulais dire quand même que bonnet rouge, gilet jaune, maintenant Allemagne. Ce que ça m'inspire, c'est quand même que la marche forcée, et moi je suis pour la transition écologique, il n'y a aucun, même ce basculement vers la transition écologique, avec des pans entiers de béances qui ne sont pas comblées, pose quand même une difficulté. C'est-à-dire que moi je veux bien ce qu'on veut, c'est-à-dire que si on dit aux agriculteurs allemands, c'est notre ami Olaf Scholz, il faut avoir un autre type d'énergie, il faut savoir ce qu'on met dans les tracteurs. Et en vrai, on ne sait pas quoi mettre dans les tracteurs. Non. Donc il faut aussi qu'on se le dise. Je le dis au passage aussi, c'est si on veut, il ne faut pas simplement créer un leasing social à 100 € pour la voiture électrique. Il faut que quand il fait -2 ou -3, votre voiture qui a théoriquement 300 km d'autonomie ne soit pas à 150 km d'autonomie quand la voiture thermique est à 500. Donc je pense qu'il va falloir remettre, sans jeu de mots, du social dans notre moteur, parce que c'est pas possible que finalement la Tesla c'est pour les centres urbains et puis la vieille Citroën diesel c'est pour emmener les gosses à l'école quand le bus scolaire ne passe pas, parce que bien sûr il y a un plan grand froid qui fait que le bus scolaire ne passe pas. Je dis ça, c'est d'une banalité confondante, mais c'est la réalité. C'est aussi ce qui crée la fracture, l'archipélisation chère à l'ami Fourquet, proche de Frédéric Dabi, et puis bêtement le vote Front National, quoi. Oui, mais l'écologie politique est assez mal ressentie par le monde agricole. Il le sent comme une attaque systématique. Je vois beaucoup d'auditeurs qui réagissent au mot extrême droite, c'est-à-dire du genre c'est l'épouvantail, c'est de menacer d'extrême droite. Or aujourd'hui, moi j'entends beaucoup de gens de tous milieux sociaux qui vont voter pour le Rassemblement national pour différentes raisons et qui se sentent stigmatisés, j'aime pas ce mot, mais qui se sentent rejetés en disant voilà, on prononce le grand mot, vous faites le jeu de l'extrême droite. C'est pas un grand mot, c'est un fait. L'extrême droite, enfin, je veux dire, vise à la décomposition. La droite nationaliste vise à la décomposition de l'Union européenne, et pour le monde agricole, aujourd'hui, une décomposition de l'Union européenne serait catastrophique. C'est-à-dire que l'agriculture européenne disparaîtrait par une décomposition de l'Union européenne. Il faut se battre pour mieux d'Europe au niveau de l'agriculture, mais pas moins d'Europe. Vous allez peut-être pouvoir me répondre, c'est un de mes amis restaurateurs qui m'a dit les poissonniers, les pêcheurs auprès desquels je m'approvisionne m'ont dit le mois de janvier et février ça va être très dur parce que les pêcheurs n'ont plus le droit de pêcher. Les quotas. Pas pour les quotas, pour protéger les dauphins. Ah bon. Ils sont payés 80% pour ne pas pêcher. Et donc, il n'y aura pas de poissons sur les étals, ou très peu, ou très cher, au mois de janvier et de février. Est-ce que c'est une bonne décision ? Est-ce que c'est une mesure qui n'est pas ahurissante ? Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas un expert en matière de pêche, pour le coup. Non, mais après, ça fait partie des mesures qu'on peut entendre. Que l'Europe se tue elle-même par la surabondance de normes qu'elle édicte, c'est une évidence. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une machine à normer, l'Union européenne, et c'est comme ça qu'elle est perçue par la plupart de nos concitoyens, ce qui de fait les rend très sceptiques et très opposés au sentiment européen. Donc évidemment que c'est une problématique importante et qu'il faut que l'Europe ne soit pas qu'une machine à normer. Mais ce que je dis, c'est que s'il y a une renationalisation des politiques agricoles ou une renationalisation même des politiques de pêche, c'est une catastrophe. Aujourd'hui en Europe, on a des modèles agricoles qui ne sont pas en capacité de lutter d'égal à égal au niveau économique avec les modèles américains, nord-américains ou sud-américains. Donc c'est la disparition de l'agriculture européenne. Moins d'Europe, c'est une disparition pure et simple de l'agriculture européenne. Moi, je voulais plaider coupable. Je dis extrême droite, mais au lieu d'être dans l'argument moral, finalement, pourquoi ces gens se sentent stigmatisés à dire qu'ils votent Le Pen, finalement ?
Moi, je crois que c'est parce qu'on n'a jamais vraiment essayé, sauf dans les communes, mais ça se voit pas. Ceux qui sont à Fréjus voient que le maire de Fréjus voit sa délinquance exploser pendant qu'il passe son temps à recevoir des lobbies et des entrepreneurs, mais les gens ne le voient pas. Par contre, un grand pays, Madame Mélanie, ça, on peut le voir. On peut voir qu'elle s'est fait élire sur l'arrêt total de l'immigration et que maintenant elle demande 450 000 immigrés. D'ailleurs, peut-être qu'elle a raison pour faire tourner l'économie. On peut voir l'inefficacité de soi-disant la sortie de l'Union européenne alors qu'elle appelle soir et matin Madame van der Leyen à la rescousse. Donc je pense qu'il faudra non pas être sur l'argument moral pour aller dans le sens de vos éditeurs, mais sur les arguments concrets. Tout de suite, c'est l'heure du journal sur Sud Radio. C'est Céline Alonso, je vous souhaite une très bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons.fr. Sud Radio, il est 11h. Parlons vrai. Les infos avec Romain Brouillas, bonjour. Bonjour à tous. La vigilance neige-verglas levée par Météo France de la Normandie à l'ouest de l'Île-de-France. En revanche, la vague de froid continue toujours à frapper le nord du pays. Aujourd'hui, les températures auront du mal à dépasser les 0 degrés. Il ne reste plus qu'un département en alerte, le Pas-de-Calais pour crues et inondations. Le cours d'eau de la Canche est toujours particulièrement surveillé. Le Pas-de-Calais qui a d'ailleurs reçu la visite du nouveau Premier ministre hier après-midi. À peine nommé, Gabriel Attal est allé au chevet des sinistrés des inondations de la semaine dernière et il a fait plusieurs annonces, notamment celle de débloquer 50 millions d'euros pour la reconstruction des équipements publics, la suppression de la double franchise auprès des assurances ainsi qu'un fonds d'urgence pour aider les agriculteurs et les maraîchers. Et en parallèle, la question du futur gouvernement est dans toutes les têtes. Gabriel Attal a été reçu hier soir à l'Elysée par Emmanuel Macron. Selon plusieurs sources, les deux hommes envisageraient une équipe resserrée. Gérald Darmanin devrait conserver son poste de ministre de l'Intérieur. Les noms à des membres de cette nouvelle équipe devraient être connus avant la fin de la semaine. À l'étranger, il reconnaît une erreur. Le patron de Boeing a pris la parole hier, alors qu'une porte de l'un de ses avions s'est détachée en plein vol la semaine dernière. Alaska Airlines, la compagnie victime de l'accident, a également annoncé avoir détecté des équipements mal fixés sur certains de ses appareils. Les avions concernés resteront au sol jusqu'à nouvel ordre, a indiqué l'agence américaine de l'aviation civile. Dans la page des sports, on connaît les premiers relayeurs de la flamme olympique. Laurent Tilly, sélectionneur champion olympique de volley en 2020. Laura Flessel, quintuple médaille olympique, mais aussi Camille Lacour et Pascal Gentil. Tous porteront donc la flamme olympique qui sillonnera la France du 8 mai au 26 juillet prochain. Et puis c'est le lancement aujourd'hui de l'opération Pièce jaune. La Fondation des hôpitaux espère récupérer des fonds pour améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants. Vous aussi, vous pouvez faire des dons sur Internet ou bien encore dans vos bureaux de poste jusqu'au 4 février prochain. Excellente journée à notre écoute. Tout de suite, les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier. Bonjour, cher Jean-Paul. Vous êtes aujourd'hui à Pau, sur l'hippodrome de Pau. Oui, bonjour ma chère Valérie, bonjour à tous. Vous êtes bien renseignés. Le prix Auguste de Castelbajac nous sera proposé dans la deuxième épreuve. C'est un steeplechase long de 4000 mètres. Départ prévu 13h55 avec 15 concurrents puisque le 15 Persiambre, lui, est forfait depuis ce matin. Le 8 Ange de Juillet sera ici mon favori avec le 10 Always Love You et le 2 Calligramme. Derrière ces trois bases viendront l'As Miralago, 13 Aura As, 16 Kingsem Park, 14 Joshua Moon et 11 Achasson. 8, 10, 2, As, 13, 16, 14 et 11. En rayon 3 courses 6 sur l'hippodrome d'Angers, ma sélection du jour, le 11 Jasmin Fleury. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est la nomination du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, 34 ans. L'audace de la jeunesse, très bon titre dans Libération. Macron choisit le cadet de ses sosies. C'est certainement assez bien vu. On va y revenir dans un instant avec vous, avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Je rappelle votre dernier livre, Frédéric, La fracture, aux éditions Les Arènes. François Calfon, membre du bureau national du PS, ancien député. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur et consultant indépendant. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Qu'est-ce qui se passe ? Non, du tout. Private joke. Désolé de cette... oui. On est dissipé. Je vais sévir. C'est le plaisir de vous revoir. Voilà. C'est le plaisir de vous revoir. Nouvelle année, tout le monde est en forme. Et meilleurs vœux à ceux qui nous rejoignent. C'est fait Miss France aussi. Alors, on continue. c'est ça. Oui, on va vous en remettre
permettez pas. Oui, ils se sont envoyés les photos entre eux, je balance. On a parlé des agriculteurs. Michel, aujourd'hui, c'est l'ouverture des soldes. Oui, Michel ça, Taube. c'est l'autre actualité que la nomination de Gabriel Attal fait peut-être un petit peu oublier. Mais c'était pas sûr que ça empêche les gens d'aller faire les soldes. Non, mais c'était un coup de cœur. C'était un coup de cœur pour les petits commerçants qui font vivre notre pays et plus particulièrement nos nombreuses communes en France. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est l'ouverture des soldes. Mais en même temps, c'est une interrogation que j'aimerais partager, à savoir est-ce que les soldes sont encore utiles de nos jours ? Parce que d'année en année, l'annonce des soldes se transforme quelques semaines après en bilan des soldes, souvent catastrophique. Et je me demande si finalement, avec la concurrence évidemment d'Internet et des plateformes, les Français n'attendent plus les soldes pour faire de bonnes affaires. Bien sûr. Et donc du coup, je pense qu'il faudrait peut-être plus miser sur la modernisation des petits commerces, sur leur numérisation, sur les aider à se doter de sites internet, de promotion de leurs bonnes affaires et les autoriser également à faire des soldes quand ils le veulent. Bien quand sûr. Ils le décident. C'est déjà plus ou moins le cas avec les soldes privés. J'entendais ce matin un commerçant qui retirait, qui effaçait le privé pour laisser soldes. Donc je pense que, alors je sais que souvent les corps intermédiaires, les organisations professionnelles qui représentent les différentes professions de commerçants sont encore très attachés aux soldes. Mais je pense véritablement que voilà, là la concurrence est devenue tellement déloyale qu'il faut peut-être donner et redonner de la liberté à chaque commerçant en fonction de ce qu'il ressent, de son marché, de son quartier, de pouvoir faire des soldes comme quand ils le veulent. Voilà. En même temps, l'essentiel, c'est de faire un coup de cœur pour nos commerçants, profiter des soldes pour aller faire de bonnes affaires et bonne saison à LZE. Oui, LZE. Ouais, moi, je voulais réagir sur un point parce que sur les commerçants, et c'est plus grave que ça, c'est-à-dire sur la multiplication des redressements judiciaires sur les marques, notamment de prêt-à-porter de chaussures. Là, c'est Minelli qui va tomber, mais en peut-être une année, il y a eu au moins 3-4 enseignes qui sont des enseignes historiques qui tombent. Et vous avez même dans des centres commerciaux réputés en région, en Île-de-France, maintenant San Marina est tombé, Koukaï est tombé, je repasse, c'est les meilleurs. Minelli n'est pas tombé, justement. Pas encore, ils ont échappé, ils ont obtenu un redressement judiciaire, donc il faut les encourager. Il y a deux choses à ça. Il y a deux raisons à ça. Il y a une raison conjoncturelle longue, c'est que maintenant on finit par payer l'addition du Covid. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à rembourser les PGE, les prêts garantis par l'État. C'est un acronyme qui n'est pas forcément clair. Donc il y avait quand même un certain nombre d'entreprises dites zombies qui avaient des bas de bilan très compliqués. Et la deuxième chose, c'est que c'est là où je vous suis pas sur les stratégies pour aider le commerce, c'est que la vente à perte en permanence, c'est comme en agriculture, ça tue les marges. Donc il faut aussi qu'il y ait produire au pays ou produire près d'ici. Pour ça qu'en Europe, il faudra une taxe carbone à l'importation, parce que je suis désolé, quand on produit avec Shine et qu'on inonde, un peu comme les panneaux solaires, on inonde la fast fashion, on tue l'emploi, on tue le commerce et on tue le rapport à ce qu'est un vrai prix. Et je crois que c'est le problème auquel nous sommes confrontés, qui est un problème de mondialisation et aussi un problème d'écologie. Donc j'allais dire, tout se rejoint, c'est-à-dire vivre et travailler au pays avec des bonnes marques plutôt qu'importer tout et n'importe quoi avec au milieu des influenceurs qui vous vendent ce qu'il y a sur Internet en mentant comme des arracheurs de dents. Beaucoup d'auditeurs me disent mais on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire les soldes, on n'y va plus. Frédéric, c'est un des chiffres de l'année. C'est l'inquiétude. Le pouvoir d'achat reste une des attentes majeures, juste derrière la question de la santé. Un chiffre qui a symbolisé l'année 2023, une donnée IFOP du mois de juin, c'était je crois pour Sud Radio, 31% des Français qui déclaraient que le 10 du mois, ils avaient moins de 100 euros sur leur compte. On est toujours sur ce contexte où le chômage a disparu des préoccupations des Français, il s'est complètement évaporé. Et quand, lors de ses vœux, Emmanuel Macron reste sur de la macroéconomie, lorsqu'il se félicite de la réforme du marché de l'électricité, vous interrogez des gens dans la rue, pas même besoin de faire d'enquête sur la thème de l'électricité, il ne faut pas de la réforme du marché. Il ne parle pas macro, il parle du prix de leur facture. Et même si sur l'inflation les choses se décrispent un peu, dans nos enquêtes on a moins de propos désespérés, mais malgré tout, la question du pouvoir d'achat, le travail qui paye mal, c'est le sujet. Le travail pauvre. On a vu Fabien Roussel, j'aurais pu en faire ni un coup de cœur ni un coup de gueule, mais un point d'éclairage qui
lance une sorte de pétition où les Français, les salariés sont invités le 3 ou 4 février à envoyer au siège du PCF la fiche de paye pour un décalage brut ou net et montrer cette smicardisation du pays. Bien sûr. Frédéric, sondage IFOP sur les Parisiens, bien que nous soyons beaucoup écoutés dans le sud-ouest, néanmoins... Non, alors il y a toujours, c'est intéressant, il y a toujours beaucoup d'échos sur l'action d'Anne Hidalgo sur Paris. Elle s'est retirée de X, Twitter, il n'y a pas très très longtemps. Il y a la France de Twitter et il y a le pari des Parisiens tel qu'on les investit dans une enquête. C'est une enquête pour Entrevue, ce magazine des années 90 fondé par Radisson qui revient, qui montre une sorte de dichotomie. Un regard sur l'action municipale au global qui n'est pas bon, mais qui n'est pas si mauvais que ça. Il y a 4 Parisiens sur 10 qui sont satisfaits de l'action municipale. Alors, rien à voir avec 4 sur 10, c'est quand même pas génial. Mais laissez-moi finir. Oui. Rien à voir avec les années de la Noé. Les arrondissements de gauche, les sympathisants de gauche sont très en soutien, mais un vrai déficit d'incarnation sur Anne Hidalgo, un problème Hidalgo, puisque seulement 32% des Parisiens sont satisfaits de leur maire. La norme IFOP, dans une grande ville, c'est en gros 50-60%. Le maire de Montpellier est quasiment à 2/3 de satisfait. Est-ce qu'elle est proche des préoccupations? 2/3 des Parisiens répondent par la négative. Et puis surtout, il y a 2 éléments d'alerte pour elle. L'évolution de Paris. Est-ce que Paris évolue en mal? C'est nettement majoritaire. Et là, pas de différence gauche-droite, donc on sait très bien que c'est un item qui permet de voir la petite musique sur une ville où il ne se passe plus rien, une ville où les choses déclinent. Et autre élément d'inquiétude pour elle, est-ce qu'elle a un projet pour Paris? C'était son point fort lors de son premier mandat, parce qu'on disait même, quand bien même elle fait des choses que je n'aime pas, il y a une cohérence, les vélos, les voies sur berge, là, il n'y a à peine que 4 Parisiens sur 10 qui disent oui, et sur les Jeux Olympiques, c'est l'acteur, Anne Hidalgo, à qui on fait le moins confiance pour organiser les JO par rapport à la ministre des Sports. Mais donc je vois pas la différence avec votre sondage et ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Que non, tout à fait, c'est une manière d'objectiver ou pas, mais je dirais que sur l'action municipale en tant que telle, la situation n'est pas si mauvaise et n'oubliez pas ce qu'est le mode. J'entends pas ça, moi, dans ce que vous me dites. N'oubliez pas ce qu'est le mode de scrutin à Paris. C'est 20 élections et ce sondage ne veut pas dire une défaite irrémédiable de la gauche en 2026. Faut changer ça. Ce mode de scrutin. Là, d'un point de vue très politique, parce que je vous trouve un peu sévère sur le fait qu'il n'y ait pas de cohérence. Il y a une cohérence qui est celle Elle est moins vue. Elle est moins perçue. D'accord, mais je vais essayer de l'éclairer du coup. Allez-y. À l'instar de l'ensemble des métropoles mondiales, on essaye de faire des villes vivables dans lesquelles on sort la voiture et dans lesquelles il y a des transports collectifs, individuels, des circulations douces. Alors quand elles sont anarchiques, il faut les supprimer, ce qui a été fait à Paris avec les trottinettes, de qualité. Je pense que par exemple, si Frédéric Dabi avait interrogé, il a dû le faire, parce qu'il pose des questions surtout sur les papas et les mamans de jeunes enfants qui se retrouvent avec des rues où maintenant il n'y a plus de voitures et plus de pollution au CO2. Je pense que les papas et les mamans de jeunes enfants sont tout à fait convaincus de cela. Ils sont partis, les papas et les mamans de jeunes enfants. Il y a encore des enfants dans les écoles quand même. Ils quittent beaucoup la capitale. On les a pas transformés en brocantes quand même. Donc voilà, donc ça c'est... En tout cas, la cote de satisfaction d'Anne Hidalgo était de 53% un an après son arrivée en avril 2015. Elle n'est que de 30%. De la Noé était à 2/3 de personnes satisfaites. Il y a un vrai sujet. Anne Hidalgo, elle doit faire part, après les Jeux Olympiques, de son souhait d'être de nouveau candidate ou pas. En tout cas, il y a des villes où on est très sévère sur l'action et c'est sauvé par l'incarnation municipale. Prenons un exemple extrêmement lointain. Bordeaux, à une époque, rien n'allait, mais Chaban-Delmas, avant Juppé, sauvait, si je puis dire, les choses. Là, il y a une convergence entre une action municipale critiquée, mais pas rejetée complètement, et une maire qui est rejetée en touche. La dernière mauvaise idée de Anne Hidalgo, c'est sur le plateau de Sud Radio qu'elle a été émise par David Béliard. C'était d'interdire les Jeux Olympiques aux visiteurs extra-européens sous prétexte. Donc comme ça, on n'aura que les coûts sans les bénéfices. C'est fabuleux. Et de réchauffement climatique. Donc je pense que ce sondage, moi je voudrais aussi saluer la relance très très dynamique d'Entrevue qui est dirigée par Omar Harfouch, qu'il faut saluer. Entrevue, il n'y en a pas deux, comme on dit Ardisson. Dans
laquelle j'ai commis d'ailleurs une chronique, et j'en suis très content. Mais non, mais Anne Hidalgo, effectivement, a fait un choix très sectaire de gouvernance de la ville de Paris, et ça va se juger lors des prochaines municipales. Et la majorité veut réformer ce mode de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille. Parce qu'effectivement, ça correspond peut-être pas forcément à la réalité. Allez, à tout de suite sur Sud Radio, on va parler de ce jeune Premier ministre. À tout de suite. C'est Alexandre Delovan, je vous souhaite une excellente et une bonne année 2024 et tous mes meilleurs vœux de bonheur. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, Gabriel Attal nommé Premier ministre. Alors, votre coup de gueule, François Calfon, il est en lien avec cette nomination. Totalement. J'avoue. Allez-y. C'est le coup de gueule contre l'agisme en politique et dans les médias. Alors, je fais la petite tournée des plateaux, d'ailleurs, encore ce matin. Et alors, en gros, quand je dis, en fait, il y a un principe de réalité, ça s'appelle la gravité, il n'a pas de majorité politique, il n'a jamais fini une réforme qu'il a commencé. Oui, mais enfin, il est jeune. Alors, ça devient un alpha et un oméga du commentaire politique. Donc, j'ai de la chance, je fais le dos rond, parce que j'ai le dos large, et je suis assez madré. Mais j'ai subi ça quand même pendant 1 an et demi avec Macron. Du genre, on était le monde ancien, vous êtes des vieux kakoshim, regardez ce vent de la jeunesse, il nous décoiffe, etc. On se croirait dans des publicités pour Ultramarine dans les années 80. Enfin, je pense que, et le monde médiatique et le monde politique doit pouvoir se départir de gens qui sont certes, finalement, slim, fit, comme on dit aujourd'hui, TikToker, Instagrammeur, et avoir une plus grande profondeur de champ dans le commentaire, politique. Et j'en terminerai par cette phrase finalement. Qu'est-ce que le macronisme ? Alors, je n'aurais pas le talent de Libération ce matin. On pourrait presque rappeler leur formule. J'ai oublié, mais il a nommé le cadet de ses sosies. Voilà. Donc, je pense quand même que, au-delà du jeunisme, qui était quand même la marque fabrique du premier macronisme, il y a quand même cette espèce de sublimation de l'entre-soi. C'est-à-dire, vous nommez non pas l'altérité, mais vous-même à Matignon, et puis vous nommez les beautiful people au sourire absolument excellent, sans 1 kilo de trop. Alors là, il y a une part de jalousie. Heureusement que c'est pas une femme. J'avoue, j'assume une part de jalousie de tous ces gens qui arrivent à être parfaitement fit. Moi, je suis à la salle de sport et je n'y arrive que très... Vous croyez qu'il l'a nommé parce qu'il a les dents blanches? Il y a quand même un peu de ça dans le macronisme. Quand vous voyez, alors non mais vous allez pouvoir me défoncer ensuite, mais quand vous voyez Macron déguisé en boxeur des chariots de feu la veille, on voit que l'image a une très grande importance. J'en termine par un point plus sérieux comme ça. Il y a l'aspect léger, il y a l'aspect qui l'est moins. Dans l'endogamie, on dit mais c'était un socialiste, etc. Alors c'est un socialiste qui a cette condition particulière d'être jamais à la rencontre d'aucun territoire socialiste, puisque il a commencé sa fulgurante carrière à l'école alsacienne, qui doit être de mémoire dans le 6e arrondissement. Puis ensuite, un premier stage, toujours le 6e ou le 7e, rue Saint-Guillaume. Oui. Ensuite, on passe à l'avenue de Ségur et on reste dans les ministères. Allez, je salue mes amis Alto Séquané, avec un passage express à Vanves. Eh bien, ici les Moulineaux, non? Oui, ici Moulineaux, Vanves. Il était conseiller municipal à Vanves quand il était socialiste. Donc il y a eu des blagues. Vous avez vu qu'il y a eu des blagues hier sur Twitter qui disaient il a le meilleur bilan carbone. Voilà, non, ça c'est sûr. Et donc j'ai envie de vous dire tout simplement que quand on entend les chiffres qu'on a entendus de Frédéric Dabi, et il m'a donné des éléments de langage lui-même sans le savoir, que un Français sur 3 termine le mois le 10 avec 100 € dans la poche, on se dit que le décalage du macronisme avec le monde réel est stratosphérique. Et vous auriez voulu qui, vous ? Écoutez, dans le genre, parce que moi je crois quand même qu'il faut tenir la baraque. Je suis pas macroniste, mais Madame Borne, qui est ce qu'elle est, qui est pas une politique, à partir du moment où on fait du Premier ministre un secrétaire général, elle avait l'avantage de tenir tous ces gens-là. Et si vous voulez, je vois bien que finalement l'absence à la fois de cap et de boussole et de majorité de Monsieur Macron fait qu'il finalement survit de 6 mois en 6 mois avec des coups de communication, mais qui ne trompent personne. Alors, Michel, votre sentiment sur cette nomination? Il m'arrive assez souvent de ne pas être d'accord avec M. Calfon pour dire que là, je suis plutôt très d'accord. Y compris sur l'embonpoint ou pas? Parce que ça, c'est... Le mien, je ne porterai pas de jugement à ce niveau-là. Non, pour rebondir sur le titre de Libé, le cadet de ses sosies, je pense que effectivement, M. Attal reviendra peut-être rapidement, ne sera pas le cadet de ses soucis.
Et je pense qu'au niveau du jeunisme, moi, il y a juste une chose, c'est qu'il y a une simple différence entre avoir 34 ans et en avoir par exemple une soixantaine, c'est l'expérience de la vie. Et je pense que pour gouverner un pays, d'une part, et notamment pour diriger des équipes, d'autres plus particulièrement, il faut avoir un minimum d'expérience de la vie. Et là, je pense qu'effectivement, avoir Emmanuel Macron... Laurent Fabius en était pas mal sorti. Il y avait une part de méritocratie chez Fabius, quand même. Moi, je trouve qu'il était en Seine-Maritime. Je sais pas, mais en tous les cas, ce que je trouve... Ce que je pense, c'est de confier la conduite d'un pays aussi complexe et difficile à diriger et à réformer comme la France à 2 jeunes. Effectivement, je pense que c'est pas un avantage. Vous savez ce qu'il dit. Il est en ligne directe avec le président de la République. Je décide, il exécute. C'était une autre époque, mais Frédéric, vous en pensez quoi de cette nomination ? On est dans le quinquennat, on est dans l'hyper-présidence, donc c'est normal qu'il y ait maintenant systématiquement, quel que soit le Premier ministre nommé, quelle que soit sa génération, des propos du genre de toute façon, tous décident à l'Élysée. Je fais un pas de côté sur ce qu'a dit François Calfon. Moi, ce qui me frappe dans les enquêtes qualitatives, où je ne suggère pas de réponse, c'est que l'âge de Gabriel Attal, sa génération, émerge très marginalement dans les raisons de satisfaction. Les Français ne font pas du jeunisme, et même Laurent Fabius en 84, il y avait, rappelez-vous le titre de Libé, François Mitterrand Premier ministre, Mitterrand se nomme à l'hôtel Matignon, on est sur une certaine équivalence. Ça, c'est vrai. Laurent Fabius a très vite réussi, parfois avec une certaine maladresse, lui c'est lui et moi c'est moi, à créer une relation d'autonomie. Quand je regarde ce que les Français nous disent de Gabriel Attal, pardon de le dire, mais ils ne le voient pas comme un mini-Macron et comme un Macron bis. Loin de là, il y a 2 différences fondamentales, ce sont ce que les Français nous disent. D'une part, Gabriel Attal parle clair, parle juste. Et vous allez dire Emmanuel Attal, dans un lapsus on comprend, lacanien. On comprend ce qu'il dit, alors qu'un des défauts associés au président, c'est d'être compliqué, c'est d'être abscon, c'est de ne pas être... d'être un peu amphigorique. Et deuxième élément de différenciation récente, et on a bien vu les vœux d'Emmanuel Macron du 31 décembre qui a essayé de corriger ça, Emmanuel Macron maintenant est associé à une forme d'inaction. Il y a une grille de lecture chiracienne, second mandat, qui s'est enquistée sur lui, alors que, à tort a raison, il est resté certes que 5 mois à l'éducation nationale. En termes de perception des Français, l'action de Gabriel Attal à l'Éducnat, c'était un peu du Sarko à l'intérieur, année 2002. C'est-à-dire, il décide, il va sur le terrain, il change d'avis. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je vais faire un petit contre-point par rapport à ce qui a été dit. Un complément. Alors bon, Jean-Baptiste Moreau. Alors, je suis sans doute un de ceux qui connaît le mieux Gabriel autour de la table, puisque quand il était porte-parole du gouvernement, j'étais porte-parole du parti présidentiel. Donc, pour le coup, on se voyait très souvent, et j'étais élu en même temps que lui en 2017. On s'est côtoyés sur les bancs, et après, on a cessé d'être en contact. Voilà, on s'est vu encore très récemment. Les bancs du gouvernement, pas ceux de l'école alsacienne. Sur les l'école alsacienne. Non, moi j'étais dans la Creuse. J'étais en classe unique à l'école primaire à Hollon dans la Creuse, et après dans un collège de 140 élèves. Non, j'étais pas à l'école alsacienne, moi, effectivement, sur les bancs de l'Assemblée nationale. Non, mais Gabriel est incontestablement quelqu'un d'extrêmement talentueux, d'extrêmement intelligent, qui est très bon dans tout ce qui est débat, dans tout ce qui est prise de parole. Enfin, je veux dire, il a carchérisé un certain nombre de ses opposants politiques en débat. Enfin, on se souvient du débat face à Philippe Juvin. Le moment où il se révèle aux Français, c'est au soir, quelques jours après le saccage de l'Arc de Triomphe, où aucune personne de la majorité ne va sur un plateau, je crois, de France 2. Et lui, il va et il affronte Mélenchon et je sais plus qui du RN. C'est quelqu'un de très courageux et de très bon dans l'art oratoire. Il y a aucun débat là-dessus. Donc moi, je suis très content pour lui. Évidemment, comme je n'ai pas l'habitude de faire de langue de bois, moi, que c'est assez connu, je suis très proche de Julien de Normandie, et donc évidemment, j'ai poussé jusqu'au dernier moment Julien de Normandie, et ça a failli se faire, et voilà, finalement, le président de la République a choisi Gabriel Attal. Mais voilà, je pense que dans l'optique aujourd'hui de mieux expliquer l'action présidentielle, de la future campagne européenne, c'est sans doute le profil idoine, et il a aujourd'hui des capacités, il va avoir des capacités à justement, en vue des élections européennes, porter un certain nombre de messages et se battre
battre contre les oppositions qui, je pense, ont décidé le président de la République à le nommer. Après, effectivement, ça va pas être simple tous les jours. On l'a vu avec les réactions de Gérald Darmanin hier notamment, de driver l'équipe, entre driver une équipe de cabinet ministériel et driver une équipe gouvernementale, c'est pas tout à fait pareil. Et effectivement, il a quelques jours un peu compliqués devant lui, je pense, une fois que le gouvernement sera nommé, parce qu'il va quand même avoir en face de lui des Gérald Darmanin, des Bruno Le Maire, des Dupond-Moretti éventuellement, des Éric Dupond-Moretti, des gens qui ont quand même un passé politique important, qui sont des monstres politiques, et donc ça va pas être simple tous les jours pour Gabriel effectivement de mener à bien. Mais voilà, ça fait sourire Frédéric Dabi, mais vous allez nous dire pourquoi vous souriez. Petit teasing parce que c'est l'heure de la pub, mais on se retrouve dans un instant. On veut savoir. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous revenons sur la nomination de Gabriel Attal. Est-ce que c'est un problème, la jeunesse? Tout le monde ne parle que de ça. C'est ni un problème. Le manque d'expérience, absolument. C'est quand même important. Il faut avoir de l'expérience de la vie pour savoir dire non à des gens, pour pouvoir prendre des décisions. Mais c'est ce qu'on évoquait juste avant la pub. C'est la difficulté, ce que disait Jean-Baptiste Moreau, la difficulté à pouvoir gérer des... mais j'ai entendu la même chose avec Macron quand il a été élu à 40 ans. Son bilan n'est pas extraordinaire. Il n'a pas été pire que son prédécesseur. À part sur l'emploi. Et qui avait beaucoup plus d'expérience. Pour essayer de structurer un propos, alors, comme j'ai été dans l'anti-jeunisme, maintenant je vais essayer d'être... Est-ce que c'est un problème de la jeunesse? Non. Mais je vais vous dire, comme ça, je ne serai pas susceptible d'aider tel ou tel, je vais nommer et incarner mon propos. Moi, je crois à la méritocratie quand même, un minimum. Et si vous voulez, Darmanin n'est pas très vieux, c'est clairement pas ma tasse de thé, mais je comprends, comme disent les jeunes, enfin, de mon époque, qu'il ait les boules, qu'il ait le seum. Parce qu'à un moment donné, le type, il est quand même allé gagner dans une terre de gauche. Sur des terres de gauche. Une ville, etc. Et que la politique, pardon de le dire, c'est pas un truc d'amateur. On a oublié que Sibeth Ndiaye, tout ça, je la salue au passage, mais le premier macroniste, c'est le jus du grand n'importe quoi. Et c'est pas un truc d'amateur. Et moi, je respecte les élus qui se tapent d'aller voir, parce que c'est quoi un élu? C'est pas simplement quelqu'un qui fait des vœux, qui mange la galette des rois. C'est quelqu'un qui va voir les parents d'un enfant qui est décédé dans un accident de la route. C'est quelqu'un qui se prend le réel à coups de poing tous les jours. Eh bien, quand j'ai dénoncé l'endogamie sociale de Gabriel Attal, oui, la France, c'est un pays qui va mal, où les gens sont cabossés, quelles que soient les raisons, bonnes ou mauvaises. Mais à un moment, c'est pas mal d'avoir des gens un peu cabossés, un peu, qui connaissent la vie, pour pouvoir avancer. Frédéric, je vous vois toujours toujours sourire. Énamouré de Gabriel Attal. Absolument pas. Je ne vais pas citer Corneille. La valeur n'attend pas le nombre des années. Vous avez tout à fait raison sur l'expérience, la trajectoire, le parcours, les blessures, les bosses. On dit toujours que... on voit une des raisons de la relation parfois compliquée entre les Français et Emmanuel Macron. Le sentiment qu'il était arrogant, méprisant, s'est beaucoup atténué. Mais ce que les Français disent toujours, c'est: tu ne connais pas vraiment notre pays, tu n'as pas souffert comme nous. Nicolas Sarkozy, je le dis un peu directement, il y avait un petit peu ça. Mais c'était un élu, et puis, je vais être un peu dur, les Français pouvaient parfois se moquer de lui, se moquer de ses postures, se moquer de tics de langage, se moquer de toute une série de... Il parlait comme eux. Évidemment, il y a beaucoup moins de prise sur Emmanuel Macron, mais je le répète, c'est ce que l'on voit dans nos enquêtes. Et citons une enquête IFOP pour Paris Match sur les traits d'image associés à Emmanuel Macron qu'on est en train de refaire pour Sud Radio, qui sera diffusée demain matin. La proximité aux préoccupations des Français, grand point faible d'Emmanuel Macron, n'était pas un point faible pour Gabriel Attal. Mais bien sûr, les Français aiment les politiques qui souffrent, qui ont une trajectoire, qui ont une traversée du désert. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas le cas, il faut le dire, de Gabriel Attal. Mais ce n'est pas sur ça aujourd'hui qu'il est jugé. Mais est-ce que c'est l'opinion qui a gagné d'une certaine manière? Là, c'est aux spécialistes de l'opinion que je m'adresse. Sans doute que ça a joué un rôle dans effectivement l'opinion
l'opinion des Français vis-à-vis de Gabriel Attal depuis qu'il est au ministère de l'Éducation nationale et la percée qu'il a fait dans tous les sondages, évidemment que ça a dû jouer un rôle. Évidemment que le président de la République en a tenu compte dans sa nomination de Gabriel Attal. Ce n'est pas toujours l'opinion ni la popularité. En 2017, Emmanuel Macron a nommé le ministre le plus populaire de France, à savoir Nicolas Hulot. Oui. On a vu la catastrophe que ça a été quand on ne sait pas faire en politique. Oui, ça ne marche pas plus. Michel Taube. Non, moi, d'abord, il faut souhaiter qu'il s'en sorte pas trop mal dans l'intérêt des Français, Gabriel Attal, parce que quand même la situation de notre pays est difficile. Je pense qu'il fallait effectivement ouvrir un nouveau chapitre. Je pense que Elisabeth Borne a servi un peu de fusible pour faire passer la fameuse loi sur les retraites, et ensuite on a vu comment s'est passée l'adoption de la loi sur l'immigration. Donc il fallait certainement redonner un souffle à la Macronie. C'est évidemment, je pense, un bon coup politique qui a été fait et qui, à mon avis, est plutôt bien salué, je crois, dans les études d'opinion. Vous avez vu, il y a déjà des sondages qui sont sortis. Ouais, mais j'ai l'impression je me demande s'ils sont pas un peu contradictoires selon la façon dont sont posées les questions. À chaud, je n'en fais jamais, car il faut toujours un temps de digestion de l'opinion publique, et ce n'est pas très valable. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que sur sa courte prise de parole hier, il a très peu parlé des enjeux de sécurité. Si. Je pense. Il a évoqué quand même. En même temps, il était sur le perron. Il faisait moins 5, les amis. En tous les cas, je pense que c'est beaucoup. Ça fait quelques heures qu'il savait qu'il était Premier ministre. Donc, ce que je veux dire, c'est peut-être la différence entre Darmanin et Gabriel Attal, c'est que je pense que paradoxalement, les moyens de la police et de la justice n'ont jamais été autant renforcés depuis que Emmanuel Macron est président de la République, mais en termes de message politique, ça n'a jamais imprimé. Est-ce qu'avec Gabriel Attal, ça va changer ? Permet d'en douter. Et puis, effectivement, là où il prend un risque considérable, c'est que si les élections européennes se passent mal pour la Macronie, c'est très très loin d'être gagné, il risque d'avoir brûlé peut-être sa meilleure cartouche qui s'appelle Gabriel Attal. Ça a été dit plus ou moins, je ne sais pas si c'est à l'antenne. À l'antenne, tu ne l'as pas dit parce que tu n'as pas osé. Je vais faire un outing du propos qui a été tenu par un macroniste. C'est moche. Il l'a dit, mais il a raison d'ailleurs. Il le prend pour les européennes. Alors c'est pile ou face. Pile ça gagne, et je m'en sors par un coup, encore une fois. En gros, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ce que se dit Macron. Les médias sont moutonniers, on va leur donner une affiche, puisque un peu il faut des... Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toi. Ça, c'est moi. C'est moi. Et donc, les médias étant moutonniers, avec la complicité de certaines chaînes qui vont se jeter là-dedans, on va faire un ou deux grands débats, Bardella, Attal. Les médias vont commenter pendant des semaines, et puis comme ça, avec un peu de chance, alors qu'on était à la ramasse, pardon de le dire, pour les européennes, ils sont à la ramasse. On va nettoyer le champ politique et installer finalement Renaissance d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Peut-être même avec la complicité de Bardella, ça l'arrange, ça le met mécaniquement au centre du jeu. Ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième chose, ça c'est le narcissisme de Macron, c'est peut-être un double de lui en moins talentueux. Si ça marche pas, et si l'absence de majorité perdure, puisqu'il n'y aura pas de dissolution, il le crame. Il crame. Alors c'est là où c'est un petit peu vertigineux, mais moi je suis pas macroniste. C'est à force de cramer tous ceux puisqu'il ne peut pas être candidat lui-même par nos institutions, je ne sais pas qui la Macronie compte présenter à l'élection présidentielle la prochaine fois. En tout cas, je crois que c'est un peu, après moi, le déluge. Et tout de suite, mon calcul et mes bras d'honneur, y compris parce que le bras d'honneur, il est clair. C'est un bras d'honneur à Darmanin, dont Macron s'est vu l'otage, et c'est un bras d'honneur relatif à Le Maire, qui est finalement le futur ex le plus constant de France. Non, mais puisque c'était pas dans la langue de bois. Non, puisque François attaque la Macronie, je vais répondre aussi, puisque je suis quand même un des premiers à être parti derrière le président, donc voilà, et à être encore aujourd'hui proche de lui. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un coup de poker. Oui, c'est un coup de poker. Il essaye de renverser la table en vue des européennes, parce qu'effectivement, les sondages n'étaient pas forcément très favorables à Renaissance jusqu'à présent, et que Gabriel, effectivement, est capable aujourd'hui, le Premier ministre devrait plus dire Gabriel, de se
battre les yeux dans les yeux avec Bardella sur un plateau télé, oui, effectivement. Et ils sont pas si nombreux que ça à être capables et avoir ce talent oratoire et cette capacité de débattre sur le fond des sujets. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que, d'accord, Gabriel a pas été au bout de tous les ministères dans lesquels il a été, mais il a été dans plusieurs ministères transversaux. Le porte-parole du gouvernement, vous êtes censé connaître tous les sujets de tous les ministères pour pouvoir les défendre. Quand vous êtes au budget, c'est pareil, vous négociez avec l'ensemble des ministères, l'ensemble des cabinets ministériels, parce que c'est vous qui bâtissez le budget du pays, donc vous discutez avec l'ensemble des ministres. Donc il a quand même eu l'habitude de négocier avec en un interministériel, comme on dit. Donc là-dessus, sur sa capacité à diriger un certain nombre de ministres, il a quand même quelques capacités. Et sur une campagne, on sait qu'il est très bon dans ce rôle-là. Donc il tente un coup de poker, effectivement, en vue des européennes. Maintenant, sur du long terme, on verra. Laissons-lui sa chance. Effectivement, c'est hasardeux. Tout choix est hasardeux. Quand il a choisi Édouard Philippe en 2017, c'était hasardeux aussi. 6 mois, c'est du long terme à l'ère de Gabriel Attal. Frédéric Dabi. Il ne faut pas oublier que le 31 décembre, lors de ses vœux, Emmanuel Macron a lancé la campagne des européennes. Il a parlé de la souveraineté européenne, des dangers du populisme. Il essaye de recréer le duel de 2019, LREM à l'époque, RN. Là, les enquêtes d'opinion, qui valent ce qu'elles valent, à 6 mois du vote, donnent entre 10 et 12 points d'avance pour la liste Bardella. Et c'est vrai que Gabriel Attal, nommé, qui a plus de poids politique que si ça avait été par exemple Julien de Normandie, c'est réinstaller le match Attal-Bardella, qui a commencé, François, dès 2022, pendant la campagne présidentielle. On les a vus partout. Il y a même eu un reportage de France 2 envoyé spécial sur le duel à distance Attal-Bardella. Et ça fait de Attal un peu comme Fabius, en 86, qui avait d'ailleurs rencontré l'animosité ou l'hostilité de Jospin, premier secrétaire du PS, le chef de file de la majorité, pour une élection compliquée, parce que, sauf dissolution que personne ne peut imaginer, c'est le seul scrutin national du quinquennat qui pourrait mettre le RN et Marine Le Pen, voire Jordan Bardella, sur orbite avant 2027. Mais je ne vois pas, pardon de poser cette question peut-être un peu naïve, en quoi Gabriel Attal, Premier ministre, va pouvoir influer sur un vote. C'est le chef de la majorité, c'est le chef de majorité, donc à ce titre-là, il va faire campagne, pour la majorité présidentielle. Vous pensez vraiment, on en parlait hors antenne, que les gens que je croise et qui me disent je vais voter Rassemblement National en ont quelque chose à faire de savoir que ça se jouera sur la mobilisation des abstentionnistes et la mobilisation de la France du oui qui pourrait voter et la mobilisation d'électorat de base de Renaissance. Je veux dire, le président de la République est arrivé en tête il est arrivé en tête au présidentiel il y a 1 an et demi quand même. Et j'ai envie de dire que là, quelque part, la Macronie a un boulevard, puisque c'est la seule force politique qui assume clairement son attachement à l'Union européenne. Non, mais c'est pas avec tous les autres. Avec Glucksmann. Rappelez-nous le sondage, le dernier sondage sur les européennes. Une fois fiduciale pour Sud Radio, donner le bloc RN, Marion Maréchal, Nicolas Dupont-Aignan à 40%, 30% pour Bardella, 18% pour la liste de Stéphane Séjourné. Effectivement, un petit bouger pour la liste PS. Je crois que comme les gens qui font de la politique de près regardent les européennes de près, dans l'opération Attal, il y a aussi, parce que petit à petit l'oiseau fait son nid, il y a aussi le leadership qui est en train de s'installer à gauche pour les européennes de la liste socialiste autonome dirigée par Raphaël Glucksmann, qui finalement reprend à gauche des voix de gens qui étaient partis finalement à LFI et qui n'ont pas supporté les outrances, voire le racisme, voire l'antisémitisme assumé de la France insoumise dans la séquence proche-orientale. Et alors là, je parle sous le contrôle de Frédéric Dabi, qui sera meilleur que moi, et avec à portée de canon, quand vous faites 10%, Glucksmann est à 10%, quand on apprécie le score de la présidentielle, vous voyez le progrès, comment dire, un clan présidentiel qui dévisse, puisqu'il n'était plus qu'à 18, avec un André Glucksmann qui a la possibilité d'aller chercher... Raphaël Glucksmann qui a la possibilité d'aller chercher, finalement, tout cet électorat macroniste, on dit 20-25%, bien sûr que, qui étaient socialistes, bien sûr qu'il y avait qui n'ont pas supporté, par exemple... Bien sûr qu'il y avait je termine juste ma phrase, qui n'ont pas supporté, par exemple, le vote de la loi immigration avec les voix du RN, ou encore la sortie viriliste de Macron en soutien à Depardieu, qui ne plaît pas à l'électorat de gauche. Mais
bien sûr qu'il fallait changer la donne en vue de la campagne des européennes. Et c'est pour moi, la principale et quasiment la seule raison de changer Elisabeth Borne, c'est de repartir sur une autre dynamique et de reconquérir l'électorat de base. Parce qu'effectivement, il y a une partie de l'électorat de base d'Emmanuel Macron et d'En Marche depuis 2017 qui s'est détourné au fur et à mesure des années. Donc il était effectivement important et revenir avec un macroniste original, puisque Gabriel était dans les premiers effectivement aussi proche du président. C'est pas une copie du président, hein, contrairement à ce que j'entends. Pour les connaître tous les deux personnellement, ils n'ont pas grand-chose à voir au niveau personnel. Mais après, c'est effectivement revenir au macronisme d'origine et donc essayer de renouer avec cette base électorale qu'on a peu à peu perdu au cours des 7 dernières années. Ouais. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant. Quelle marge de manœuvre aura Gabriel Attal pour composer son gouvernement qui est attendu avant la fin de la semaine? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bougez plus. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors on va parler de la marge de manœuvre de Gabriel Attal. Une question d'un auditeur fidèle qui me dit « Pourquoi s'étonner que Macron choisisse le meilleur de ses troupes ?» Je lui ai répondu « Est-ce le meilleur ?» Il m'a répondu « Un parcours sans faute. Et il semble à l'écoute des aspirations de la classe moyenne. » Est-ce que c'était le meilleur? Est-ce que c'est le meilleur, concrètement? Alors, pour notre pays et pour l'avenir et pour les années qui restent au président de la République, je le souhaite. Voilà, c'est quelqu'un de très talentueux, effectivement, de très intelligent. Mais je vous le dis, pour moi, le meilleur, c'était Julien de Normandie. Mais bon, après, voilà, c'est des questions d'affinité personnelle et autres. Il a quand même montré une certaine pugnacité et une certaine détermination. En débat mais même dans les actes, mais pas qu'en communication. Prendre la décision de ce qu'il a fait pour l'éducation nationale sur l'abaya, sur le harcèlement, c'est des mesures. C'est ce qu'il a annoncé, mais qu'est-ce qui a été fait concrètement? C'est quelqu'un de courageux, c'est pas le sujet. Peut-être pour répondre à Valérie, est-ce que c'est le meilleur? Si on a un peu d'archéologie politique, être le meilleur des nôtres, comme disait le meilleur d'entre nous, le meilleur d'entre nous, c'est pas forcément Alain Juppé, la chose dont je voudrais t'affirmer. Ensuite, comme j'étais un peu dur avec Gabriel Attal, et que, il faut jamais insulter l'avenir. Non, je blague. Il faut lui reconnaître une chose, puisque c'est un crime quand même. Non. Une ouverture. C'est un crime quand même. Il faut lui reconnaître une chose, c'est d'avoir su prendre des sujets astucieux et périphériques. Mais astucieux qui concernent les Français. Alors, est-ce que je peux juste allez-y. Que, si vous voulez, vous occupez, c'est comme une centrale nucléaire. Il y a 2 boulons qui sont sous corrosion dans le système qui permet d'éclairer un lampadaire à l'extérieur. Celui qui est sous le lampadaire, il est content que le lampadaire soit éclairé plutôt qu'il soit. Mais ce qui nous intéresse dans une centrale nucléaire, c'est le cœur de celle-ci. C'est est-ce qu'elle va exploser ou pas? Et ben le cœur du réacteur de l'éducation nationale, pour prendre ces 2 sujets, n'a pas été traité. C'est-à-dire que vous recrutez toujours des profs à 4,5 en maths, avec une France qui dévisse totalement dans les classements internationaux. Et vous avez toujours, malgré sa promesse, parce que celle-là, vous l'avez totalement oublié, il a dit il y aura un professeur devant chaque élève à la rentrée. C'était une promesse de Macron. D'accord, mais quand même, il n'est pas dans la république libre de l'atalisme. Comme je vais vous quitter, je vais vous répondre là-dessus. Quand même, sur l'école, il a pris des décisions une dernière dimanche soir qui a fait de l'effet. Le brevet qui va redevenir un vrai concours. C'est en fait de l'abandon du brevet du contrôle continu, et du bac qui était un vrai examen. Merci. Maintenant, par rapport au verbatim de votre auditeur, c'est très très intéressant. Il est sensible aux préoccupations de la classe moyenne. Il a essayé de parler aux classes moyennes quand il était au compte public, avec la fraude, son plan fraude sociale, fraude fiscale, des petits et des gros. N'oublions pas, puisqu'on se projette sur les européennes, projetons-nous encore plus loin pour 2027, le cœur de la bataille, la mère des batailles, ça va être convaincre ces classes moyennes, cette France du travail, ce salariat qui aujourd'hui bascule de plus en plus fortement et franchement dans un vote Marine Le Pen. Vous nous annoncez sa candidature à la présidentielle. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes un oracle bien informé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais la question de la classe moyenne est une question absolument fondamentale et je redécortique le verbatim de votre auditeur Valérie. C'est l'idée qu'il comprend les sujets. C'est vrai qu'il a lancé beaucoup de sujets quand il était à la jeunesse. Le bien-être animal, le harcèlement scolaire. C'est sa première prise de parole après une période de déni. Et c'est vrai qu'il a peut-être moins un bilan ministériel qu'une capacité de se distinguer
de ses prédécesseurs. Au porte-parole, ce n'était pas Sibeth Ndiaye, et à l'éducation, ce n'était absolument pas Pape Ndiaye. Est-ce que ça suffit pour un bilan? Sans doute pas, mais en tout cas, à Matignon, et d'ailleurs hier, son premier déplacement, le contact direct avec les gens, il n'a pas fait du Madame Borne, c'est moins qu'on puisse dire. Mais il est très bon. Il est très bon. Moi, en tant que député, je l'ai reçu un certain nombre de fois sur mon département. Au départ, sur le lancement du SNU, j'ai travaillé avec lui sur le lancement du SNU et des premiers centres SNU. C'est quelqu'un effectivement qui un grand échec de un grand échec de la Macronie. C'est pas un échec toute une génération de jeunes qui vont sur le service national universel. On n'est pas en 2027. On en est loin, mais ça vient. Le travail a été fait par Gabriel au départ, a été poursuivi par Sarah et aujourd'hui est continué par Prisca Thévenot. Donc le SNU n'a pas été un échec partout où il s'est fait. Il y a des choses intéressantes. Il faut le généraliser. Oui, il y a eu effectivement quelques couacs, mais c'est pas ça l'essence. Globalement, je pense que Gabriel effectivement est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est bon dans la relation et qui sait écouter, qui sait tenir compte des gens qu'il a en face de lui et qui écoute les remontées. C'est pas quelqu'un de déconnecté comme j'entendais parfois et qui n'aurait vécu qu'entre le 7e et le 8e arrondissement. Il suffit pas de vivre sur un territoire pour le connaître. La preuve en est avec tous les députés et les filles qu'on a sur les territoires aujourd'hui. Une formule. C'est comme quand on choisit un film. On a vu beaucoup de bandes-annonces successives. Donc il y a eu la bande-annonce du harcèlement, il y a eu la bande-annonce de la Baïa. Et le film lui-même, on l'a jamais vu. Il est resté 5 mois. Donc nous n'avons pas vu le film. Les choses se mettent en place. Donc vous êtes en train de dire qu'il y a encore des abayages. J'entendais Julien Audoux dire qu'il y avait des gens qui venaient encore voiler dans les écoles. Je vais approfondir. On verra s'il y a un changement durable de comportement sur le harcèlement scolaire. Cela passe par des personnels d'encadrement. Pardon de le dire, c'est bien de faire un plan harcèlement scolaire. Il faut s'en donner les moyens. Non, je vais être concret parce qu'autrement c'est des procès d'intention. C'est mieux d'avoir un plan de recrutement d'infirmières scolaires, de psychologues scolaires, alors que dans chaque budget il y en a de moins en moins. C'est bien d'avoir des grandes annonces sur les entorses à la laïcité. Là encore, c'est mieux de pouvoir permettre qu'en milieu scolaire il y ait des conseillers principaux d'éducation qui soient formés et qu'on sorte. Alors là, il en avait annoncé l'intention, mais voyons, et qu'on sorte de la culture. Non, mais il a aussi annoncé hier sur le perron qu'il gardait l'éducation nationale au cœur. Et donc, est-ce qu'il peut cumuler 2 ministères cumuler factuellement 2 ministères, ça me semble compliqué, mais de toute façon, même le président de la République en a parlé lors de ses vœux. L'éducation nationale va être au centre des politiques publiques des années qui viennent. C'est essentiel et il n'y a aucune raison de douter que Gabriel Attal va continuer. Il nous reste une minute. Qui pour le remplacer à l'éducation nationale et quelle latitude? Est-ce que ça va être autre chose qu'un jeu de chaises musicales? C'est-à-dire on va retrouver Aurore Berger peut-être à l'éducation nationale ou à la culture, on va retrouver... Enfin, il va y avoir des... Voilà, quel est le réservoir aujourd'hui possible pour Gabriel Attal? Sur les ministres qui ont bien fait le boulot, je vois pas de raison majeure pour les changer, on verra bien. Alors, pour avoir été à l'intérieur de la machine et proche d'un ministère fut un temps, je peux vous dire que ça peut changer jusqu'à un quart d'heure avant l'annonce. Donc je me hasarderai pas sur qui nommément, parce que jusqu'à un quart d'heure de l'annonce, ça peut changer, et j'en ai été plus ou moins victime. Donc je vais pas m'avancer là-dessus. On verra bien qui, mais les ministres qui ont fait le taf, il n'y a pas de raison de les changer pour les changer. Enfin, je veux dire, s'ils ont été bons au ministère où ils étaient, je vois pas de raison de les changer. Après, il y aura certainement des nouveaux, et Gabriel voudra sans doute marquer de son empreinte ce gouvernement, mais je pense pas qu'il y en ait autant que ça. Oui, un mot, Michel. À l'éducation nationale. Non. Pour entrer dans. Oui, est-ce que ça va être un jeu de chaises musicales, juste oui ou non? Je pense que. Ou est-ce qu'il sera disruptif? Non, je pense qu'il y aura la disruption a eu lieu avec la nomination de Gabriel Attal. Donc là, ils peuvent peut-être rester un peu plus conservateurs par rapport. Donc ça ne changera rien. C'est bien ce qu'on dit depuis le début. Voilà. Bon, chaise musicale. Juste la seule chose, il faut que j'ai une chose positive. Si on pouvait s'épargner tous ces secrétaires d'État qui coûtent des voitures, des chauffeurs, des gyrophares. A priori, c'est ce qu'ils ont dit. Ils veulent réduire les périmètres. J'ai dit une chose positive parce que ça me saoule complètement ces sous-ministres qui passent leur temps à occuper des préfets qui seraient mieux. A priori, ils veulent réduire. Merci à tous les 4 et on se retrouve demain. Bonne journée sur Sud Radio. C'est Patrick Roger. Avec toute l'équipe de Sud Radio, je vous souhaite une très belle année 2024 et le meilleur pour vous. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio.